parler donc, de la flore des terres australes françaises, pas de la flore des terres australes antarctiques françaises, parce qu'en Antarctique, enfin, du moins, dans l'Antarctique français, il n'y a pas d'espèces vasculaires. Il y a des lichens, mais il n'y a pas de planches. Je suis même pas sûr qu'il y ait des mousses dans l'Antarctique français. Il y en a sur la péninsule, mais pas en terre. Ah, français. Donc, on va parler des terres australes. Donc, les terres australes antarctiques françaises, il y a en gros trois entités. Donc, il y a l'Antarctique, dont je viens de vous parler, donc on ne va pas en discuter. Mais non, on ne va pas non plus parler des îles éparses, qui sont des îles, désolé, je plus près, autour de Madagascar. Donc, vous avez Europa, Randénova, les Glorieuses, le Tromelin. C'est des îles subtropicales, tropicales. Donc, on ne va pas évoquer le sujet, on va parler de ces trois districts, l'archipel des îles de Crozet, des îles de Kerguelen et des îles Saint-Paul et Amsterdam. Les îles Saint-Paul, on va commencer par l'archipel Crozet parce que c'est le sens habituel. Il y a ce qu'on appelle les îles, le groupement des îles froides. Et puis après, vous avez les deux grosses îles de la Possession et l'île de l'Est. Bon, en fait, on va vous parler surtout de l'île de la Possession, qui est la seule île, c'est l'île où il y a la base scientifique de Alfred Ford, de Crozet. Et en fait, les autres îles sont en réserve naturelle intégrale, donc on ne peut pas y descendre. Il n'y a personne qui a été depuis plus de 30 ans, à part sur l'île aux cochons récemment. Les îles Kerguelen, comme je vous disais, qui sont très grandes, qui font la taille de la Corse à peu près, avec la base de port en français. Et puis après, les îles Saint-Paul et Amsterdam, qui sont toutes petites, qui sont dans le milieu de l'océan Indien. Et donc tout ça, c'est administré par la préfecture des terres australes françaises, qui ont en grande partie financé le futur Atlas. Voilà. Alors, ces terres-là sont ravitaillées 4 fois par an par le Marine Dufresne. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le plus grand navire océanographique français, qui est affrété par l'Ifremer quand il n'est pas affrété par les TAF. Donc 4 fois par an, il vient ravitailler ses bases. Voilà typiquement l'aspect d'une base. Donc ça, c'est la base Martin de Viviès sur l'île d'Amsterdam. Donc là, sur Kerguelen, c'est 50 personnes l'été, 50 personnes l'hiver et 100 personnes l'été à peu près. Sur Amsterdam et Crozet, c'est 25 personnes l'hiver et puis 50 personnes l'été. Donc principalement du personnel militaire pour tout ce qui est infrastructure, communication, et puis après cuisiniers, médecins et puis les scientifiques. Donc ces îles-là, il n'y a pas de port, c'est très difficile de descendre en bateau. Donc la plupart du temps, tout se fait en hélicoptère pour descendre sur les bases et pour affréter du matériel. Ah, Et putain. voilà, pour vous amener un peu en dehors des bases, il y a quelques cabanes pour faire les missions scientifiques, donc l'aspect typique d'une cabane. Bon, petit aspect contexte, on passe rapidement parce qu'on va quand même parler de la flore. Si l'aspect contextuel, vous trouverez beaucoup d'informations, la flore moins, donc on va se concentrer là-dessus. Et puis ça va être chaud de vous dire tout en 1 heure, on va le faire au mieux. Voilà, on vous parlait, donc, c'est en réserve naturelle depuis 2006 et à l'UNESCO depuis 2019. Et donc, il y a certaines îles, comme je vous disais, qui sont interdites d'accès. Bon, l'île de l'Est est aussi grande que la Possession, vous ne verrez pas ici. Donc, il y a des endroits en rouge où c'est interdit totalement, ou alors avec exception. Typiquement, il y a un marégraphe sur Saint-Paul qui vont visiter régulièrement, mais sinon, il y a des missions. Il y a eu l'occasion de faire une mission sur Saint-Paul en 2018. Mais sinon, on n'a pas forcément le droit. Et là, typiquement, après, vous avez des zones réservées à la recherche et à la technique. Et donc là, il y a un nombre limité d'accès chaque année pour protéger les milieux. Donc je vais passer la parole à Lise, qui va s'occuper des îles Crozet qui arrivent. Alors, donc je vais parler de la flore des îles Crozet-Kerguelen et juste donc je rappelle, comme l'a dit Flavien, Crozet, ça sera principalement ça va concerner principalement l'île de la Possession. Euh, donc on va commencer très rapidement avec un petit peu de géographie pour se donner pour une première idée un petit peu de la topographie des îles. Donc l'île de la Possession, donc, qui est Crozet, elle fait 18 km de long et 15 km de large. Son point culminant, c'est le pic du Mascarene qui se trouve ici à 934 mètres d'altitude et qui s'intègre en fait dans une ligne de crête là, qui va donner un peu un aspect asymétrique à l'île, où on va avoir à l'ouest des pentes et des falaises très abruptes, comme on peut le voir sur ces deux photos-là. Et à l'est, on va plus avoir des grands plateaux basaltiques qui vont être entrecoupés par des grandes vallées glaciaires en forme d'auge. C'est ce qu'on a sur les deux photos de droite. Donc bien évidemment, toute cette topographie a été façonnée par toute l'histoire géologique et donc les différentes phases volcaniques et glaciaires. Et donc l'édification de l'île a commencé il y a environ 7 millions d'années. Alors ensuite, on a Kerguelen, donc l'archipel de Kerguelen, donc qui est très morcelé.
Elle fait environ 7000 km² en superficie et elle a un linéaire côtier de 2800 km. Et c'est vrai Flavien en a parlé tout à l'heure, on a un peu l'habitude en fait de faire la comparaison. En gros, elle a la superficie de la Corse et elle a le même linéaire côtier que la France hexagonale. Donc tout comme Crozet, la topographie a été façonnée avec les différentes phases de volcanisme et les phases glaciaires. Euh, Par contre, son histoire géologique est un peu plus complexe et a débuté il y a beaucoup plus longtemps. Euh, il y a environ, l'édification de l'île date d'environ 29 millions d'années. Et donc l'archipel, elle est constituée d'une île principale, euh, qu'on appelle la Grande Terre, qui recouvre 90% de la surface de l'île. Et elle est entourée par environ 300 îles et îlots, dont une trentaine d'îles se situent en fait dans le golfe du Morbihan, donc juste ici. C'est la photo en bas à droite là. Euh, elle est constituée aussi de nombreux fjords et de nombreuses baies, qui permet en fait de faire ressortir les différentes presqu'îles et les péninsules, et notamment la plus grande péninsule, donc qui est ici la péninsule Courbet. C'est une grande plaine alluvionnaire et qui est parsemée de nombreux plans d'eau, comme on peut le voir en fait là, en haut à droite. Et c'est vrai que sur la Cartigène, il y a pas mal de secteurs sur la péninsule Courbet qui sont appelés la Camargue ou les Dombes, en référence à ces plans d'eau. Le point culminant est le mont Ross, qui se situe ici, qui est entouré de glaciers. Mais la plus grosse masse glaciaire, c'est la calotte glaciaire Cook, qui représente environ 400 km, 400 km carrés, et qui est la plus grosse masse glaciaire de France. Donc on a ici en photo. Et donc c'est la plus grosse masse glaciaire de France, mais qui recule aussi extrêmement rapidement, notamment entre les années 60 et les débuts des années 2000, elle a déjà perdu 20% de sa surface. En lien, ah oui, il y aura une photo à la fin si on voilà, donc forcément c'est lié, donc ce recul glaciaire est lié au changement climatique, et donc on va faire un petit point sur le climat. Alors, les îles, elles sont situées au milieu du sud de l'océan Indien. Et donc, elles sont soumises aux influences océaniques, avec des vents d'ouest forts et réguliers qui amènent avec eux des dépressions et donc beaucoup de précipitations. Donc, pour faire simple, on a un climat qui est froid, venteux et humide. Et donc, ce qu'on peut voir sur les graphiques ici, donc pour creuser Kerguelen. Au niveau des températures, elles sont assez semblables sur les deux îles. La température moyenne tourne autour de 5 degrés. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une faible amplitude des températures et qui va se traduire avec une variation saisonnière assez peu marquée. En fait, on va avoir des hivers et des étés très présents et des intersaisons plus discrètes. Ce qui va distinguer Crozet et Kerguelen, ça va être au niveau des précipitations, où on peut voir hein, l'échelle sur les graphiques est la même. Donc on peut voir qu'à Crozet, il y a le double de précipitations qu'à Kerguelen. Et on a l'habitude effectivement de dire qu'à Crozet, il pleut quasiment tous les jours. Et c'est vrai que des années où il y a entre 250 et 300 jours de précipitations sont très régulières. Alors, on parlait du changement climatique, donc effectivement, il est bien noté, et là, on a le graphique pour Kerguelen, mais on a le même phénomène sur Crozet. Donc, le changement climatique se traduit par une augmentation de la température, qu'on peut voir ici, qui pour Kerguelen, entre les années 50 et 2020, correspond à 1 degré. Et en parallèle, on va avoir une diminution des précipitations qui vont être liées en fait à une diminution de la fréquence des phénomènes pluvieux. Et donc, ces changements climatiques vont déjà avoir une influence sur la diversité, sur la dynamique des communautés végétales. Et ça, on en reparlera un peu plus tard. Oui, et aussi à Caire, effectivement, il y a une petite différence, c'est que la station de Port-au-Français est à l'est de l'île, où il fait plus sec. On a vraiment une différence entre l'est
et l'ouest de l'île qui est beaucoup plus humide. On a un peu le même phénomène sur Crozet, mais qui est un peu moins marqué. Plus globalement, toutes les îles subantarctiques se distinguent par une faible diversité spécifique pour la flore vasculaire. Et donc, c'est ce qu'on va constater. Et donc, ça, c'est lié au climat, mais aussi à l'isolement géographique qui limite en fait les réussites les succès de colonisation. Et donc, sur Crozet et Kerguelen, on va avoir, à Crozet, on va avoir 16 espèces d'angiospermes et 6 espèces de fougères hélicopodes. À Kerguelen, à côté, on va avoir 21 espèces d'angiospermes, 9 espèces de fougères hélicopodes. Il y a 16 espèces 16 espèces d'angiospermes sont communes aux deux territoires et 5 espèces de fougères hélicopodes. Et il y a aussi 9 espèces qui sont communes avec les îles Amsterdam et Saint-Paul. Et plus globalement, au niveau de la végétation, eh ben, il s'agit que d'espèces herbacées. Il n'y a pas d'arbres ni d'arbustes sur Crozet et Kerguelen. Elles sont toutes vivaces et c'est une végétation relativement rase qui va avoir un développement port en petites touffes ou en poussins. Et les espèces les plus grandes vont difficilement atteindre 1 mètre. Au niveau des statuts, au niveau de un peu de biogéographie, une des particularités aussi de cette région, c'est qu'on va avoir un fort régionalisme marqué par un taux d'endémisme assez important au niveau des espèces, au niveau des genres aussi. Et donc, selon la composition des espèces, mais aussi selon leur écologie, on va identifier différentes provinces géographiques. Et donc, Crozet et Kerguelen appartiennent à la province géographique sud de l'océan Indien, qui se situe ici, avec à l'ouest de Kerguelen les îles Marion et Prince-Édouard, et au sud de Kerguelen les îles Heard et MacDonald. Et après, Flavien, tu vais peut-être intervenir sur. Pour le livre, on a mis en avant une nouvelle province, enfin, une province biogéographique, qui relie les îles Amsterdam avec les îles Tristan da Cunha et Gough Island dans l'Atlantique Sud, parce qu'il y a énormément de points communs, aussi bien au niveau faunistique que floristique. Et pourtant, ces deux archipels sont liés de 7500 km. Et donc, mais comme les vents dans l'hémisphère sud vont d'ouest en est, il y a souvent des apports. La plupart des plantes d'Amsterdam sont sûrement issues de Tristan da Cunha, mais avec des pincettes, parce qu'il n'y a pas forcément eu d'études génétiques. Mais voilà, il y a beaucoup d'espèces qu'on retrouve que dans ces deux archipels. Donc, on les a regroupés un peu sous cette province dans le. Et donc, pour revenir à Crozet et Kerguelen, donc au niveau des différents statuts, la majorité des espèces sont des espèces qui sont statuées comme circumostrales. Donc, ça veut dire que leur aire de répartition est limitée aux territoires qui sont sous les 35 degrés de latitude sud. Après, on va avoir 4 espèces endémiques, 3 espèces endémiques qui sont endémiques de Kerguelen, et on a 2 espèces cosmopolites. Donc, on verra peut-être après, Moncia fontana et Cystopteris fragilis. Alors, la suite de la présentation va s'articuler principalement autour des grands milieux, des différents types d'habitats, à savoir qu'on va identifier 4 grands types de milieux sur ces îles. Qui vont se répartir selon 2 gradients. Donc, tout d'abord, la distance à la côte avec les milieux côtiers, les milieux à végétation mésophile, donc d'hier passé, plus se répandent, et en plus en altitude, les milieux minéraux. Et après, le deuxième gradient, c'est un gradient altitudinal avec, on va trouver plus dans les terres, donc au niveau des vallées en forme d'auge, avec dans les fonds de vallée les milieux humides, en altitude les milieux minéraux, et on retrouve des pentes herbacées, donc à végétation mésophile. Donc on va commencer par les milieux côtiers, qui se répartissent depuis la frange littorale jusqu'à quelques centaines de mètres à l'intérieur des terres. Ils sont très influencés par les vents et les embruns, mais également par la présence souvent sous forte densité des oiseaux et des mammifères marins qui vont créer en fait un apport en matière organique et qui vont être favorables au développement des espèces nitrophiles. Ces espèces-là vont aussi influencer physiologiquement la végétation
avec leur va-et-vient, en fait, ça va créer de l'érosion et ça va créer des petites cuvettes, comme on peut le voir là, ce qu'on appelle des souilles, et qui vont être propices aussi au développement de certaines plantes plus aquatiques. Alors, on va commencer par les pelouses côtières. Donc, c'est des pelouses qui développent sur un substrat généralement peu profond, substrat organique peu profond, et qui correspond à une végétation relativement rase, qui est dominée par quelques espèces halophiles. Et donc, parmi celles-ci, on a Leptinella plumosa. Donc, c'est la seule astéracée qu'on a au niveau des tafs. Elle est très caractéristique. C'est la seule astéracée native, oui, parce que les astéracées anthrophytes, il y a ce qu'il faut. Et donc, du coup, cette petite astéracée native, elle va se démarquer, elle forme des populations, des communautés quasiment monospécifiques. Et en fait, elle va se démarquer dans le paysage avec notamment cette couleur vert glauque et puis aussi cet aspect, à noter cet aspect un peu dufteux qui la rend d'ailleurs très glissante. Donc, à faire attention sur le terrain quand on est avec elle. Et donc, comme je disais, c'est une espèce halophile et donc qui ressort bien au niveau de sa répartition sur les côtes. Une autre espèce qu'on a aussi sur les pelouses littorales, donc c'est Crassula moscata, une petite crassulacée succulente, qui elle va former en fait des pelouses quasiment monospécifiques de couleur verte à rougeâtre, donc qui va aussi se détacher dans le paysage. Et toujours une espèce halophile, hein, donc au niveau de la répartition, on va la trouver principalement le long des côtes. Donc, comme je disais, c'est la petite crassulacée, Crassula moscata, c'est une espèce qui est quasiment monospécifique, mais on peut quand même la trouver en association avec d'autres espèces, comme on peut voir sur cette photo. Là, on va retrouver Leptinella plumosa aussi, mais une autre espèce. Donc, on a ici qui est une renoncule, donc Ranunculus pseudotrilifolius, donc qui va être assez polymorphe selon les milieux dans lesquels elle se trouve. Donc, en milieu terrestre, comme on l'a ici avec Crassula moscata, elle va être petite et avoir un corps prostré. Alors qu'en milieu aquatique, notamment dans les souilles, avec les éléphants de mer ou dans les mares du littoral, elle va avoir un corps beaucoup plus développé avec un peu des feuilles qui peuvent atteindre 20 cm. Alors, on va trouver d'autres espèces aussi hein, en association, donc notamment celle-ci, qui est très discrète, mais donc c'est Poa annua. Donc, c'est une des premières espèces à avoir été introduite sur l'île et qui bénéficie fortement. Bah, c'est une espèce nitrophile, hein, donc elle va vraiment être favorisée par la présence des oiseaux et des mammifères marins. Pardon. Et donc, elle va former des prairies quasiment monospécifiques donc en arrière du littoral. Euh, voilà. Et globalement, là, je la présente dans ce milieu-là, mais c'est une espèce qui a vraiment gagné du terrain, qui est introduite depuis longtemps. Donc, au niveau de sa répartition, c'est une espèce qui est très commune et qu'on trouve dans une large gamme d'habitats. Une autre poissée, mais native cette fois-ci, donc c'est Deschamps antarctica, la branche antarctique, qu'on trouve dans une large gamme d'habitats. Alors, je Ah sais oui. pas trop, je me suis posé la question où la placer dans la présentation, mais il se trouve que sur Kerguelen, elle a quand même une forte affinité sur les pelouses côtières avec Crassula moscata, comme on peut le voir juste ici. Donc c'est une petite poissée qui est assez sympa et qu'on reconnaît facilement en fait sur le terrain avec ses inflorescences noires et blanches là. Donc même de loin en fait ça clignote, on la voit assez bien, elle est vraiment chouette comme espèce. Et donc elle fait partie elle fait partie des deux espèces à avoir colonisé naturellement l'Antarctique. Avec l'autre espèce, c'est la Sagine antarctique, donc Colobanthus quitensis. Voilà. Donc, une répartition très, très au sud. On reste sur les poacées, donc toujours natives, hein, Poa cookie, qui elle est très, très présente à Crozet, où elle va former sur les pentes côtières, elle va former des prairies quasiment monospécifiques, ou parfois en association avec les petits comme on peut le voir là.
Et donc cette espèce, elle va former des touradons, comme beaucoup d'autres espèces de boa sur cette région. Et Flavien va avoir des photos après pour une autre espèce de boa sur Amsterdam. Et ce développement en touradon, sont souvent associés et favorables à la nidification de beaucoup d'espèces d'oiseaux marins, comme les albatros. Et voilà. Donc Flavien aura des super photos un peu plus tard là-dessus. Donc on va passer maintenant au milieu humide. On va trouver principalement dans les fonds de vallée, mais aussi dans les pentes de versant. Alors ces milieux humides, ils sont caractérisés par forcément un taux d'humidité assez élevé, un substrat tourbeux, mais aussi organique, et surtout par la présence d'un cortège de plusieurs espèces de bryophytes et d'espèces de plantes vasculaires vraiment associées, d'espèces vasculaires hydrophiles. Alors, c'est un des milieux les plus diversifiés en habitat et qui n'est pas toujours facile, la distinction entre les différents habitats n'est pas toujours facile à faire. Mais l'idée, là, c'est de toute façon de vous présenter les principaux. Donc tout d'abord, en fond de vallée, ce qui domine, ça va être les habitats tourbeux qui vont vraiment dominer généralement sur de basses surfaces. Au sein de ces habitats, on va distinguer deux types de formations qui vont dépendre en fait du taux de recouvrement entre la strate mucinale et la strate herbacée. On va avoir tout d'abord les habitats tourbeux, donc eux qui vont être dominés par la strate herbacée, donc comme on le voit sur la photo de droite. Ils vont former, en fait, ça va former une petite pelouse relativement rase, mais par-dessus la strate mucinale. La strate mucinale est bien là, mais c'est juste que c'est la pelouse, la strate herbacée qui va dominer en recouvrement. Voilà. Donc, au sein de cette formation, on va avoir plusieurs espèces caractéristiques et qui vont être dominantes, notamment donc Agrostis magellanica. Donc c'est une pointée qu'on reconnaît bien avec ses inflorescences violacées recourbées. Alors c'est une espèce qui est aussi très présente dans d'autres habitats, notamment à Crozet, on voit par rapport à sa répartition. Et petite info en plus, donc l'épithète Magellanica provient du navigateur portugais, donc Fernand de Magellan, qui a découvert le détroit du même nom. Et donc il y a beaucoup d'espèces sur ce territoire, sur cette zone, qui portent l'épithète Magellanica. Une autre espèce importante, donc c'est le Julcus scuserioides. Donc c'est le seul genre qu'on va avoir sur ce territoire. Il va former en fait de vastes communautés de couleurs assez rougeâtres, donc on va bien reconnaître aussi dans le milieu, et qui est une espèce donc, bien présente, que ce soit sur Crozet ou Kerguelen. Troisième espèce, donc c'est Carex ostrocompacta, une espèce qui est aussi présente à Amsterdam. Donc cette espèce-là, elle a une répartition très large à Crozet, où on va la trouver dans différents types d'habitats. Et à l'inverse, elle est beaucoup plus restreinte et localisée à Kerguelen. Alors a priori, alors ça c'est dans des écrits, une grosse hypothèse. Cette espèce aurait potentiellement été un peu plus présente et ces populations auraient pu subir l'impact de la présence des souris avec la consommation des graines. Donc ça, c'est un phénomène en fait qui a déjà été mentionné et étudié sur d'autres îles subantarctiques, notamment sur l'île Marion, où ils ont fait une étude spécifique, et ils ont publié une étude spécifique en 2011 sur ce sujet dans le cadre d'une étude de faisabilité pour l'éradication de la souris. Donc, voilà. Autre formation tourbeuse, donc voilà, au moment où la strate, là c'est la strate mucinale qui va dominer, donc on voit que la strate herbacée est beaucoup plus éparse, mais ça va être les mêmes espèces que je viens de vous présenter. Et donc là, la strate mucinale va être dominée par des espèces du genre Bretelia et Bryum. Donc, là, ici. Alors, en périphérie de ces habitats, on va avoir les habitats paratourbeux. Qui eux sont formés, qui sont caractérisés principalement sur du substrat organique.
avec des mousses qui va principalement, une bryophyte qui va principalement dominer. Donc, Salmonia insignata. Et puis, on a aussi l'hépatique Sigilla colorata qui est très présente et qui va former, en fait, ce qui forme les couleurs rouges au sein de ces communautés. Et donc, on va trouver au sein de ces formations aussi donc, les deux espèces de lycopodes qu'on a sur les îles. Donc, la plus petite, qu'on a ici, donc Australolycopodium magellanicum, qui peut atteindre une petite dizaine de centimètres, et qu'on voit qui est discrète, mais qui est bien présente ici. Et puis, à l'opposé, on a Phlegmarius sororus, donc qui est beaucoup plus grand, qui peut atteindre une vingtaine de centimètres et qu'on voit là sur la photo. Ces deux espèces sont relativement bien communes sur les îles. On va les trouver dans différents types d'habitats. C'est des espèces qui sont mésophiles, donc on peut les trouver en milieu humide, mais aussi en milieu. Je vais passer vite, mais une petite redoncule aussi qui est présente sur Amsterdam, qui va être aussi présente dans le substrate de manière très discrète sur les habitats troubleux et qu'on va trouver en milieu humide aussi avec, comme la première redoncule, un port beaucoup plus développé. C'est une espèce qui est relativement bien présente, un Nucleus bitternus sur les deux îles. Ces milieux humides sont parsemés d'habitats aquatiques qui correspondent à des rivières, des plans d'eau, et qui vont présenter une flore aussi bien spécifique, notamment Ranunculus poseli, qui est endémique de Kerguelen, qui a été établie endémique récemment parce que jusqu'à maintenant elle était notée comme présente sur l'île Marion. Mais suite à des inventaires et à la mise à jour des listes d'espèces, elle a été supprimée de cette liste. Et donc, maintenant, c'est une espèce qui est endémique de Kerguelen. Une petite espèce qu'on trouve en milieu aquatique qui est assez discrète et qu'on trouve souvent donc, associée avec la Limosella australis, qui, en milieu plus humide, elle peut avoir en fait des feuilles beaucoup plus spatulées et on peut la confondre avec l'espèce précédente dont je viens de parler. Donc, aussi une espèce très discrète sur les deux îles. Et enfin, on va avoir donc deux espèces aussi présentes. Un Moussia fontana, j'en parlais, c'est une espèce. Je reprends avec la végétation mésophile, donc qui se localise en interface entre les milieux humides là, qu'on perçoit et les milieux d'altitude, les milieux minéraux. Ils sont caractérisés par un substrat organique et par une strate herbacée qui est dominante. Ils se trouvent principalement donc, dans les pentes de versants, comme on peut le voir ici, ou dans les pentes au niveau des falaises. Alors, il y a plusieurs espèces qui vont être structurantes sur ces types de végétation. Donc, la plus commune et la plus connue, donc, c'est Acena magellanica, encore Magellan. Donc c'est une petite rosacée qu'on reconnaît facilement avec ses inflorescences globuleuses et très piquantes qui facilitent la zoochorie. Et donc cette espèce, on la trouve dans différents types d'habitats, mais en milieu herbacé, elle peut former des prairies comme ça, quasiment monospécifiques. C'est une espèce qui est très présente sur les deux îles. Et sur Kerguelen, elle aurait bénéficié, en fait, sa répartition se serait augmentée, se serait beaucoup plus répandue à partir de l'introduction du lapin, parce qu'en fait, au détriment des autres espèces natives, car le lapin, elle est plus résistante en fait à l'abrutissement du lapin par rapport aux autres espèces natives. Une autre espèce qui est relativement connue aussi, donc Azorella selago, donc c'est une apiacée. Alors, c'est difficile à percevoir ici, sur la photo en bas à droite, mais les inflorescences sont bien constituées donc c'est bien une ombelle avec 3 fleurs. Donc voilà, une petite apiacée, donc, qui forme des coussins hémisphériques, mais aussi de larges tapis qui peuvent couvrir de vastes surfaces. Et donc ces coussins, mais aussi les tapis, sont favorables au développement de nombreuses autres espèces. On perçoit à peine, mais c'est des pissenlits. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on a la petite redoncule Ranunculus bitternatus que j'ai présenté rapidement tout à l'heure. Et on va avoir souvent aussi cette espèce qu'on a là. Donc c'est la suivante. Donc c'est une fétuque, Festuca contracta, donc qui est la seule fétuque
au niveau des tafs. Et donc là, on peut voir hein, sur la photo, elle est bien présente hein, en épiphyte sur les coussins d'Azorel. Et c'est une petite fétuque hein, qui est facile à identifier au toucher. Elle est très rigide, très raide et avec des feuilles très, très piquantes. Elle est absente de crozet. Et donc l'association de ces trois espèces va former à Kerguelen ce qu'on appelle des prairies natives, qu'on va trouver souvent dans les pentes en arrière des milieux côtiers, mais qu'on va trouver aussi, dans laquelle on va trouver une autre espèce bien connue de ces territoires, qui se cache juste là, on voit les hanches florales. Donc c'est le chou de Kerguelen, Tringlea antiscorbutica, qui est très polymorphe. On peut le voir sur les différentes photos, selon les types de milieux. À basse altitude, depuis la côte jusqu'à à peu près 300-400 mètres d'altitude à Kerguelen, il va avoir un port beaucoup plus élancé, il va être beaucoup plus grand. Donc c'est une des espèces hein, qui peut être la plus grande, elle peut atteindre 1,10 m avec les hanches florales. Et en milieu minéral et sur tout creuset, en fait, on va plus avoir des plus petits individus qui vont former plus souvent une petite rosette et un individu plus prostré. Voilà, c'est une espèce qui est subendémique et là rapidement, moi, j'ai mis, en fait, on trouve souvent, donc c'est les mouches sans ailes, le Calicopteryx mosellii, qui est souvent qui a une forte affinité et qui vit en fait dans les individus de chou de caribou. Une espèce qui va être très présente dans le paysage de crozet, donc c'est Ostroblechnum penamarina, donc une petite fougère, qui va former en fait des communautés quasiment monospécifiques à crozet, mais qui peut être aussi en association avec d'autres bryophytes et d'autres petites poacées. C'est la fougère la plus commune en fait dans le paysage de crozet et Kerguelen. Et elle est aussi présente à Amsterdam. En sous-strate, on va avoir aussi, on peut trouver un petit gaillet, donc le Gaium antarcticum, hein, qui se cache souvent en sous-strate de ces prairies, qui est relativement discret. Et donc, je vais terminer avec les milieux minéraux hein, qui sont très présents en fait, sur ces îles. Notamment, donc, l'habitat le plus dominant, c'est l'habitat de Shellfield, c'est un terme anglais pour les désigner. À savoir que sur l'île de la Possession, ils peuvent couvrir jusqu'à 60% de la surface de l'île. Et donc, on va distinguer deux formations au niveau des felfides basiques, qui sont caractérisées avec une strate herbacée et bryophytique, mucinale, pardon, beaucoup plus importante, et dans lesquelles, et en parallèle, on a les felfides xériques, donc qui sont beaucoup plus secs, et avec une strate herbacée avec une végétation beaucoup plus éparse. Donc, au sein de ces milieux, on va avoir on retrouve, pardon, je vais trop vite. On retrouve des espèces dont je vous ai déjà parlé, donc on le voit là. Donc c'est l'Azorella selago, l'azorelle qui pousse en coussin, donc qui est typique hein, ces milieux-là, avec en épiphyte d'autres petites poacées. Sur Kerguelen, on va avoir trois espèces caractéristiques et assez emblématiques de ces milieux. Donc c'est l'espèce Lialia kerguelensis qui est endémique, hein, qui forme aussi des coussins hémisphériques, un peu comme l'azorelle, mais par contre qui ne va jamais, ce sera jamais des coussins plus grands que 50 cm. Donc c'est une espèce endémique qui est relativement rare sur l'île. On va l'avoir principalement, elle est assez rare en fait sur la Grande Terre, sur l'île principale où elle aurait en fait été impactée potentiellement par la présence des rennes et des lapins. Et on va la trouver beaucoup plus facilement sur les plateaux en altitude, donc dans les îles du golfe du Morbihan. Et elle forme aussi de grandes populations dans les vallées glaciaires sur cette presqu'île. Quelle famille? C'est une montiacée. Et le genre? Et le genre, ouais, le genre est endémique. Et donc les deux dernières espèces, donc c'est Poa kerguelensis et Colobranthus kerguelensis, donc deux espèces subendémiques sur ce territoire. Donc Poa kerguelensis c'est le plus petit poacet natif, qui est une petite espèce cespiteuse et donc assez rigide, et Colobranthus qui va former des tout petits coussins de quelques centimètres.
On a aussi dans les milieux minéraux, on va avoir les déserts minéraux donc, qui sont assez caractéristiques de la zone subantarctique, où là la végétation est quasiment inexistante, à part quelques lichens, voilà, quelques lichens et quelques bryophytes. J'enchaîne. Et je vais terminer du coup cette partie-là avec une série de fougères qui sont assez discrètes, qui se trouvent en fait en milieu de parois ou dans les failles ou fissures. Et donc généralement donc, la répartition est assez restreinte, mais c'est souvent parce qu'elles sont en milieu difficile d'accès et faiblement inventoriées. Donc on a souvent très peu d'informations. Donc on a Notogrammatis crassior qui est aussi présente à creuser. Enfin ces deux espèces, là, Hemiliphelum petatum, pas semblable. Ensuite, on a Polypodium vulgare barytoni, donc qui est endémique de Kerguelen. C'est une espèce qui est relativement semblable au Polypodium aussi, mais qui est beaucoup plus petite. Et à côté, Cystopteris fragilis, dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est cosmopolite. Ensuite, deux espèces, Elaphorblossom brandi et Polysticum, deux espèces qui ont été découvertes très récemment sur le même secteur. En fait, c'est en 1979, c'est un hivernant hydrobiologiste qui travaillait sur les populations de salmonidés qui ont été introduites au niveau d'un lac, qui était aussi passionné de botanique et du coup, il profitait de cet temps libre pour faire quelques inventaires. Et donc, il a trouvé ces deux espèces-là. Récemment, en fait, jusqu'à maintenant, cette espèce-là n'avait pas été redécouverte. Et en 2018, elle a été retrouvée, donc des échantillons ont pu être prélevés, et donc là, elle est en cours d'identification. Et la dernière espèce, donc Polysticum mariolense. Donc, son nom en provient de sa localité de découverte, c'est une espèce qui a été découverte sur l'île Marion. Et donc voilà, elle est présente sur l'île Marion et aussi sur l'île d'Amsterdam. Donc c'est une espèce qui est très localisée aussi et qui est présente sur l'île d'Amsterdam. Peut-être que Flavien en parlera un peu plus. Alors, l'île d'Amsterdam et l'île Saint-Paul. Donc, l'île d'Amsterdam est à peu près au 37e degré sud et Saint-Paul, 38e degré sud. Il y a 90 km entre les deux îles. L'île d'Amsterdam, je disais, un peu plus de 50 km², 7 km par 10. Et la base scientifique est là-haut, le sommet, le nom de la Dive, le Dive qui était un navire à l'époque, qui est à 880 mètres. Donc, c'est une île d'origine volcanique qui est apparue il y a entre 600 et 700 000 ans. Il y a les restes d'un paléovolcan et puis le néovolcan de la Dive. On va voir la caldeira. Donc c'est assez récent et les derniers sites d'activité connus, c'était il y a moins de 150 ans. Donc c'est une île encore active. À Saint-Paul, on trouve encore des sources d'eau chaude et des terres chaudes. On va en parler. Une particularité. Donc voilà le paysage qu'on peut voir de l'île d'Amsterdam. Donc on voit bien que c'est un volcan sorti au milieu de l'océan depuis le Rage sud-est indien. Dorsal. Dorsal. Ouais, dorsal. Sud-est indien. Et là, on voit le paysage vu depuis un hélicoptère, la caldeira en haut avec plusieurs cratères. On a Grande Marmite, qui est le plus grand cratère de l'île, et puis le sommet de l'île qui est ici. Et donc ça, c'est l'île Saint-Paul, qui est beaucoup plus petite, qui fait 8 km², si je ne me trompe pas. On voit bien le rebond volcanique avec les terres rouges. Et en fait, c'est un cratère, et en fait, l'autre partie de l'île s'est effondrée il y a plusieurs milliers d'années. Et puis, il y a le petit rocher d'Aki qui est connu pour les ornithologistes parce que ça a hébergé le prion de McGillivray quand l'île était encore infestée par les rats qui ont été indiqués en 1997 et indiqués sur Internet en 2024. Donc, on ne peut pas encore l'assurer. On va encore attendre une année pour être sûr qu'ils ont bien été indiqués. Bon, je vous ai déjà fait un peu le topo géologique voilà, avec les terres chaudes sur Saint-Paul. Et puis on voit les coulées avec le paléovolcan et puis le volcan plus récent qui s'est superposé par-dessus. Donc voilà un peu la caldeira. La caldeira, c'est en fait des lacs de lave qui se sont étanchifiés en plusieurs fois. Et donc c'est pour ça que ça fait ces plateaux sur la caldeira. Donc avec le sommet ici 880 mètres. Donc pour l'origine volcanique, on voit encore bien les tiques sur certains pans des falaises de l'île.
Donc l'île, elle a des falaises qui peuvent monter à 720 mètres, donc ce qui est énorme. D'ailleurs, à Crozet, il y a les plus grandes falaises du monde qui font près d'1 kilomètre de haut. Voilà, là, à Saint-Paul, on voit bien les horizons géologiques avec les différentes couches de volcans qui se sont succédés. Là, au niveau de la pédologie, je vais être rapide, hein, mais on est surtout sur des pH acides. Je crois pas qu'il y ait de pH alcalin. Sur Amsterdam, il y en a sur Crozet, ça montait vite, je crois. Que des pH acides, et donc avec les terres très érodées au nord et au sud, qui se retrouvent chez certaines plantes, on va en parler. Et en fait, c'est surtout dû à l'introduction, entre autres, des bovins, qui a du coup abruti la végétation, et donc avec une érosion qui était beaucoup plus importante. Là, on voit, ça c'est au sud de l'île, ce qu'on appelle les terres rouges. D'ailleurs, il y a une espèce qui a été décrite il n'y a pas longtemps sur cet endroit-là. C'est des endroits très érodés, très ferreux, et donc c'est très induré, très dur. Et donc sur ces lignes-là, il n'y a pas grand-chose qui pousse, on verra la Spartine. Au niveau du climat, donc là, c'est pas la même échelle que tout à l'heure, hein. Mais au niveau du climat, on est sur un climat plutôt tempéré. Pareil, avec des intersaisons pas très marquées. Par contre, au niveau des températures, on remonte beaucoup, hein, parce que par rapport à Kerguelen, on est 1300 km plus haut, donc 13 degrés de latitude. Ce qui fait qu'au niveau des températures, on tourne autour de 14-15 degrés de moyenne. Et puis, des pluies surtout importantes à la fin de printemps, donc 1er juin, juillet. Et par contre, je peux en venir en parler, on a un gros étagement altitudinal au niveau de la végétation, mais aussi au niveau du climat. Et en général, il pleut 2 fois plus sur le sommet, et il y a des vents déjà beaucoup plus importants. Et puis des températures qui peuvent il peut geler et même neiger sur le sommet de l'île Amsterdam, ce qui est assez rare, mais ça peut arriver 1 ou 2 fois par an. Bon, ben, pareil, hein, comme sur Kerguelen, comme vous a montré Lise, et ben, on voit les effets du réchauffement climatique, hein, avec des températures qui augmentent énormément. Donc là, on est un peu plus d'1 degré en 70 ans. Et puis les pluies qui baissent. Alors à l'époque, on était aux alentours de 1200 mm par an, et puis maintenant, on est aux alentours de 800, quoi. Avec l'année, je crois que c'est 2023, où où il a plu le moins. Voilà, bah là on peut voir les effets, hein, des sécheresses. Ça, c'est en haut sur le plateau des Tourbières, c'est à un peu plus de 500 mètres d'altitude. Et voilà, en été, il y a des points d'eau qui tarissent. Et là, on voit bien, donc, je vous parlais des effets du vent. Donc, c'est des îles, hein, qui sont les océans qui sont frappés frappés par les vents. Et donc là, on voit ce qu'on appelle des ondes orographiques avec des nuages lenticulaires. Donc là, l'île est ici. Là-bas, c'est l'Australie. Et donc là, on peut voir que les nuages forment des ondes orographiques sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, ce qui est assez impressionnant. Ça, c'est une image de l'amateur. Donc l'effet que peut avoir l'île. Alors, du coup, il y a un effet fun un peu entre l'ouest de l'île, qui est montagneux, donc arrête un peu les pluies, et donc l'est de l'île est plus chaud, avec l'effet de fun et du coup le vent. Donc il y a pas une station météo qui ont été mises à l'est, mais il y a de grandes chances que l'est soit plus sec que l'ouest. Donc au niveau des plantes, donc sur les 2 îles, on a 39 espèces de plantes vasculaires. Sur Amsterdam, on a 38, et sur Saint-Paul, on a 18. Voilà, et c'est à peu près réparti entre les angiospermes et les ptéridophytes. Alors l'endémisme est un peu plus important que sur Kerguelen et Crozet. Bon, déjà, c'est dû un peu au climat, et puis aussi au fait que ça soit encore plus isolé. On a 23% d'endémisme, et un peu plus, enfin 10% de subendémisme, ce qu'on appelle subendémisme, du coup, c'est avec les îles de Tristan da Cunha, dans l'Atlantique Sud. Donc, ce qui représente 9 espèces endémiques. Donc il y en a 4 qui sont strictement endémiques d'Amsterdam, 4 qui sont endémiques des 2 îles, et une qui n'a pas été retrouvée depuis le 19e siècle, qui serait endémique de Saint-Paul, mais elle n'a jamais été retrouvée. Bon, et puis, alors, ce qui est assez frappant dans la flore d'Amsterdam, c'est la croisée, enfin, les origines qui sont très euh, hétérogènes. Alors, on a aussi bien des origines subtropicales. Il y a beaucoup, en particulier chez les fougères, de grands liens avec l'Afrique australe. Et puis, on a des origines subantarctiques, ça commence avec les plantes qu'on peut retrouver sur Kerguelen. Et puis, on a des plantes cosmopolites, Lycopodium clavatum. Donc ça, on en parlera vite fait. Donc, toutes les cartes qu'on vous présente, c'est inédit. Il n'y a jamais de carte qui avait été sortie encore, c'est pour l'Atlas. Et donc là, on voit, alors comme sur beaucoup d'îles, hein, beaucoup d'écosystèmes insulaires, plus on monte en altitude, plus il y a d'endémisme et plus il y a de richesse, parce que alors,
Il y a l'effet du climat, entre autres, et puis aussi maintenant avec l'effet des plantes invasives. Donc les plantes se réfugient un peu en altitude. Donc c'est très marqué entre l'altitude sur Instagram, moins sur Saint-Paul, mais on le voit quand même un petit peu au niveau du cratère où c'est plus haut, où il y a quand même plus d'espèces natives et où il y a plus de plantes endémiques. Donc on va dérouler avec ce profil altitudinal des différentes végétations qu'on peut trouver à partir de la mer et puis on va aller jusqu'au sommet. Donc en bas, là, normalement il y avait des ailes, tout ça, on les a enlevés pour gagner du temps. Mais on commence avec les plages de rochers qui sont colonisées par un Xanthoria, lequel Xanthoria capensis, qui est à cette gorge de notre Xanthoria parietina, qui est un lichen qu'on trouve qu'en Afrique australe et sur l'île d'Amsterdam. Ensuite, on arrive au niveau des falaises. Là, c'est les falaises d'Anthrocasos, les falaises qui sont entre 600 et 700 mètres de haut. Donc, ils récoltent beaucoup d'engrais. On voit bien une roche volcanique ici. Et sur ces milieux, on a la plante la plus halophile des villes, qui est un apium, donc un céleri, Apium prostratum. Bon, il y a des soucis taxonomiques avec Apium australis, c'est encore compliqué. Mais voilà, c'est une plante qui est un peu plus répandue sur Saint-Paul, mais qui est assez rare sur Amsterdam. On trouve au sud et puis un tout petit peu au nord, qui est découverte récemment. Donc voilà, un céleri. Voilà, une plante qui a été décrite en 2019, c'est Sagina ukeri. Alors tout à l'heure, Lise vous a parlé de Colobanthus. Alors les Colobanthus et les Sagines, c'est assez proche. Les Sagines, elles ont des pétales, on les voit à peine blanches, hein. Et les Colobanthus n'en ont pas, ils ont juste des sépales. Donc Sagina ukeri, qui est dédié à Hooker, qui était un grand botaniste et qui avait fait la traversée circumastrale, qui a décrit énormément de plantes à l'époque, mais qui n'était pas passé sur Amsterdam. Et cette plante lui a été dédiée quand même. Une toute petite sagine qu'on trouve que. Alors là, le cas de biogéographie et enfin phytogéographie, biogéographie est assez impressionnant. C'est qu'on le trouve que au sud sur des terrains érodés et puis au nord également sur des terrains érodés. Elle a été trouvée assez récemment. Donc elle plie aussi, elle est sympathique avec Sagina procumbens, l'espèce européenne, enfin on peut dire cosmopolite, mais qui a été introduite, mais pour l'instant il n'y a pas d'hybridation qui a été remarquée. Et puis au sud, on la trouve avec un plantain endémique, on va en reparler plus tard. Mais c'est assez marrant parce qu'on la trouve tout le temps avec ici, tout le temps avec là. Pas tout le temps, mais les endroits où on trouve le plantain, on trouve la sagine. Là, vous avez l'échelle avec une loupe de terrain, c'est vraiment petit. Ça, c'est des communautés mixtes à Poa et à Spartine et un peu de Cirque. Ça, c'est sur Saint-Paul, c'est une photo de vide qu'elle a pris en 2018. Donc, dans ces milieux, on trouve un paturin, le paturin de la Novara, Poa novarae, qui est une plante très répartie, qui est plutôt littorale, halophile, mais qu'on trouve un peu dans les terres à la faveur d'affleurements rocheux. Et donc on en reparlera tout à l'heure parce qu'elle est très favorable. On vous en parlait que les paturins dans l'hémisphère sud étaient favorables à la faune, pardon, on va en reparler. Et donc celui-là est endémique du district de Saint-Paul et Amsterdam. Donc là on vous a mis, il y a des listes rouges qui nous sont parues récemment avec l'UICN. On vous a mis les évaluations qui ont été faites. Et la Novara, qui était un bateau, une frégate autrichienne, qui était passée au 19e siècle sur les îles Saint-Paul et Amsterdam. Donc le paturin était dédié à cette frégate autrichienne. Donc, dans ces milieux, on trouve une autre plante très halophile, une ancienne spartine. Je ne sais pas si vous savez, maintenant, les spartines, même françaises, sont passées dans le genre Sporobulus. Et donc, c'est une très grande spartine qui peut faire. J'en ai vu qui était plus grande qu'une personne. Et qu'on ne trouve que sur les îles Tristan d'Acunha et puis Saint-Paul et Amsterdam. Voilà encore un cas endémique entre ces deux archipels. On voit Rhinotari ici, là. Donc, on en voit souvent sur le littoral. Il arrive de la trouver en milieu tourbeux, mais c'est anecdotique. Qui est plus réparti quand même sur Amsterdam que sur Saint-Paul. Voilà. Et qui maintenant été dédié à un spécialiste des Spartines du Auvergne. Ensuite, dans ces milieux, on trouve des affleurements basaltiques, où on trouve une graminée endémique du district de Saint-Paul et Amsterdam. Mais c'est l'endémique la plus dispersée sur l'île. Et on la trouve aussi bien en bas, où elle fait des touffes un peu lâches, qu'en altitude, où elle fait des touffes vraiment denses. Qui s'appelait Panthaspithis à l'époque, Trisetum, même qui a eu plein de noms. Et donc, c'est un genre typiquement sud-africain, la seule espèce insulaire. Alors, il y en a à Madagascar, je ne sais pas si on peut vraiment dire insulaire. Jeremy me dira. Mais donc, sur une île océanique, voilà, c'est la seule espèce. Et donc, c'est proche, le seul vrai cousin européen, c'est les Dantoniens. Je ne sais pas si tu as déjà vu les Dantoniens, mais voilà, c'est l'espèce la plus proche. Chez nous. Donc, une des espèces les plus marquantes sur les îles Saint-Paul et Amsterdam, c'est ce qu'on appelle la sierpe. Donc, tous ceux qui ont été sur ces îles la connaissent.
On se retrouve avec dans les oreilles, dans le nez, dans les yeux. C'est vraiment très facile d'évoluer dans ces habitats. Donc voilà, Tricinosa, c'est une. Bon, elle a des fois été classée en circus. On voit les fleurs ici, celle avec une petite pointe au-dessus. C'est une plante qui peut devenir énorme, qui peut faire peut-être pas la taille d'un humain, mais pas loin, et qui fait plus de 2-3 mètres de large des fois, et qui est extrêmement bien répartie sur Amsterdam et Saint-Paul, qui forment des communautés parfois impénétrables. Et alors c'est assez marrant parce qu'au cours de voyage, j'ai pu la voir sur en général des milieux côtiers, des arrières-dunes. Donc en général, elle est plutôt sur des milieux psamophile. Elle est plutôt psamophile. Et sur Amsterdam, bah, comme il n'y a pas vraiment de sable, elle a dispersé un peu partout. Là où je vous ai montré des milieux donc, avec une énorme végétation, à l'époque, il y a eu au 19e siècle des introductions de bovins qui ont réduit en fait l'île à un golfe, en particulier à basse altitude, avec l'érosion et puis la disparition d'un arbre, enfin la quasi-disparition d'un arbre, je vous reparlerai, qui a fait grand bruit à leur éradication en 2010. Maintenant, il n'y en a plus, et voilà le paysage que je vous ai montré avant, qu'on retrouve désormais, depuis que les vaches ont été éradiquées. Dans ces circuits, au pied de ces circuits, on peut trouver un blègue, punctulatum, d'ailleurs a été découvert par Jean Miel en 2016 sur Saint-Paul, mais qui est quand même plutôt bien réparti sur Internet, on ne le voit pas tous les jours. Il y a un autre blègue que je vais vous parler après, mais celui-ci a la particularité d'avoir des frondes stériles, fertiles, pardon, très, très étroites, et les frondes stériles, une autre fougère, Rumora radiantiformis, une Dryopteridacée, qu'on retrouve beaucoup, enfin beaucoup, qu'on retrouve en Afrique, dans pas mal de pays d'Afrique. C'est ce qu'on appelle la fougère à trous. Alors là, les hivernants, les gens qui ont vécu un peu sur l'île, la connaissent toutes. On apprend à la connaître parce qu'elle est indicatrice de trous volcaniques, de trous de lave. Donc en général, on marche jamais sur ces plantes-là. C'est un coup à finir à l'hôpital, le peu d'hôpital qu'il y a. Et ça arrivait il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui s'est cassé la clavicule en tombant dans un trou de lave. Euh, alors après, on a les qualités. Donc quand on tombe dedans, on voit ça. Et donc là, vous avez pas mal de. C'est un peu le royaume des fougères. Donc vous avez, entre autres, Megalastrum taafense, donc Germial qui en est descripteur, qui a été décrite en 2010, donc dédiée au taf. À l'époque, alors c'est très proche des espèces qu'il peut y avoir sur les Trisson equinia et les espèces sud-américaines. Et à l'époque, on croyait même que c'était la même espèce que Trisson equinia avant la description de Germial. Donc, c'est une espèce endémique du district qui est vraiment bien répartie sur Amsterdam à toutes les altitudes. En général, non, hein, c'est quand même sciaphile, mais un peu plus rare sur Saint-Paul, où vous ne l'avez pas énormément trouvé en 2018. Donc, pareil, un peu de trouver. C'est la plus grande fougère des tafs, qui peut monter à 1,50 m. C'est une Dryopteridacée. Voilà, l'autre victime que je vous parlais, qui a des frondes fertiles et des frondes stériles beaucoup moins différenciées, et que elle, on la retrouve plus aussi dans les cavités qu'à l'air libre. Alors ça, c'est la plante vasculaire la plus rare moi, je vais dire des tâches, je pense. Hein. Il est connu que de 5 stations. Sur Amsterdam, il y a que 2 stations, on retrouve des dizaines de pieds. Il y a sinon 2 autres stations, c'est juste un pied. Donc c'est vraiment une plante très rare, mais elle est pandémique. On la trouve dans les Mascareignes et en Afrique australe. Asplenium erectum. Donc ça, c'est la plus sciaphile des espèces de l'île. On retrouve vraiment au fond des grottes. Et d'ailleurs, elle a été retrouvée, ces stations d'une centaine de pieds, a été trouvée lors de l'évaluation pour l'éradication des rats et des souris. Parce qu'il a regardé si les rats, à quelle distance les rats pénétraient dans les grottes pour savoir s'il fallait disperser du produit dans les grottes. Et en fait, j'avais dit aux collègues, faites gaffe si vous voyez cette fougère, on ne sait jamais. Et puis les collègues en ont trouvé une énorme station. Après, on trouve quelques talweg, talweg, je ne sais jamais trop comment on dit, sur la partie est de l'île d'Amsterdam. Et dans ces formations, on trouve une autre fougère, un Amaropelta. Donc on ne connaît pas trop en Europe, on connaît bien la famille, les Télipteridacées, donc du fameux Téliptéris qu'on peut retrouver dans les milieux humides. Bergiana, donc on trouve en Afrique australe, et donc qui est pas forcément, on ne croise pas tous les jours, mais qui est quand même répartie dans le sud-est de l'île d'Amsterdam, qui monte pas en altitude. Et donc là, on arrive sur des milieux tourbeux, enfin, bon, paratourbeux presque, un peu plus organiques, où on trouve le seul arbre, la seule plante ligneuse des terres australiennes antarctiques françaises, qui est le Fica arborea, une ramenacée, donc la famille de nos nerfprins,
Et donc, ça, c'est pareil, c'est encore une espèce qu'on ne trouve que sur les îles Tristan d'Acunha et les îles Saint-Paul et Amsterdam. Donc, c'est une espèce qui a, selon les premiers explorateurs, qui a été répartie sur tout le sud, enfin, tout la basse altitude d'Amsterdam. Mais en fait, avec les prélèvements de bois par les marins, les incendies et les bovins, dans les années 80, il ne restait plus qu'un boisement, et deux petits boisements, mais alors, c'était même pas quelques hectares de bois. Donc, il y a des programmes de réintroduction qui ont été mis en place, on en parlera à la fin si on a le temps. Donc voilà, ça c'est le plus gros spécimen de l'île dans une coulée de lave. Donc ils sont jamais, enfin, ils sont rarement aussi gros que ça, mais là c'est vraiment un magnifique individu. Donc voilà, ce que je vous parlais, c'est milieu paratoreux avec beaucoup de, une communauté musulmane très importante. Ici, on a un petit Cranoloma subconfine qui serait endémique de l'île, mais bon, il y a du travail taxonomique à faire chez les mousses. Et dans ces milieux-là, on trouve encore des fougères. Un Asplenium blotiae, un Asplenium qui a été décrit il y a 2021, donc il y a 4 ans, qui est endémique de, bon, je ne sais pas si on peut pas dire endémique, mais qui est présent sur les îles de la Réunion et d'Amsterdam, qui était anciennement appelé Furcatum, et qui n'avait pas été retrouvé sur Saint-Paul alors qu'il avait été cité dans les années 70 et depuis il n'a jamais été retrouvé. Voilà, celui-là très courant sur le milieu tourbeux, il a des formes d'altitude des fois. Alors, il est très très souvent en association avec Dryopteris antarctica, qui est un Dryopteris qui n'est pas en Antarctique, étonnamment, avec son nom. Et c'est un Dryopteris qui a été décrit du district, mais qui en fait est très présent en Afrique australe. Alors, il a été trouvé par Lise dans une, enfin, Lise et Arnaud Rumeur qui étaient en mission en 2018 dans une unique cavité sur Saint-Paul, et c'est une plante très très courante sur Amsterdam, sur tous les milieux tourbeux. Alors, la particularité de Saint-Paul, c'est qu'il y a des terres chaudes, comme vous disait. C'est des endroits où, à 10 cm sous terre, ça peut être plus de 60 degrés. Et sur ces milieux-là, il n'y a pas énormément d'espèces qui poussent. Vous avez des sphènes. Alors, il y aurait 2 sphènes sur Saint-Paul. On va en parler des sphènes, c'est une particularité de ces îles-là. Et il n'y en a pas sur Crozet et Kerguelen. Et beaucoup avec le lycopode cerneux, le lycopode penché, on va en reparler. Mais ça, c'est une communauté typique sur Saint-Paul dans ces milieux chauds. Donc voilà, ce fameux lycopode Palinea cernua, des fois appelé lycopodiella. C'est un lycopode que vous avez peut-être vu parce que c'est assez. Voilà, ça, c'est la deuxième espèce cosmopolite que je cherchais tout à l'heure. C'est une espèce qu'on peut trouver sous les latitudes tropicales, Nouvelle-Calédonie par exemple. Et c'est un lycopode qu'on repère très bien avec oui, ces sporanges qui sont un peu pendants. C'est une espèce qui est assez répartie, en particulier sur Amsterdam dans la partie est. Donc là, maintenant, des végétations rases à Austroblechnum, donc on vous en a déjà parlé, Penna marina. Alors, Austroblechnum pennamarina, c'est un blechnum, c'est une blechnacée. Alors, Penna marina, ça vient des pénatules marines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces animaux marins qui sont pennés comme ça, qu'on voit dans les fonds marins. Et ben, ce nom a été dédié avec cet animal-là. C'est une plante très très répartie sur Amsterdam, un peu moins sur Saint-Paul. On la retrouve un peu dans tous les milieux sur Amsterdam, moins sur Vlieland quand même, mais beaucoup en milieu de par exemple. Avec une mousse hypnique, bien sûr, qu'on connaît bien en métropole. Ensuite, on arrive dans les communautés fermées avec l'Echinia polypodioides. Alors, sûr, vous avez pu le voir à la Réunion. C'est une fougère un peu archaïque, qui a la particularité d'être dichotomique au niveau de ses rameaux et d'avoir des sporanges inclus un peu dans la pilule. Alors, c'est assez marrant, c'est typique de cette famille qu'on peut voir si on se balade, je sais pas, en Nouvelle-Calédonie, c'est une famille assez connue. C'est la seule espèce, et en fait, ça forme des communautés énormes sur plusieurs hectares. Alors ça, c'est au dévorement, c'est le côté un peu fluo de la fougère, mais en hiver, ça peut être complètement grillé, et du coup, donner au paysage une teinte un peu sombre, mais début de printemps, c'est magnifique, et ça recouvre des centaines d'hectares sur l'île, on va dire, entre 400 et 600 mètres d'altitude. Ensuite, on a des ravines qui sont issues du paléovolcan avec l'érosion. Et dans ces ravines, on a une fleur un peu typique. Alors, vous avez la calitriche de l'Antarctique, on a déjà parlé tout à l'heure. Là, on voit la fleur mâle et la fleur femelle ici. Mais il y a une espèce qui est endémique des Tristan d'Acunha qui serait rapprochée à ça. Bon, c'est proche, c'est pas en face, c'est difficile. Contrairement à Crozet et Kerguelen, on ne trouve pas de forme aquatique, on trouve que des formes terrestres. Et donc, c'est une plante qu'on trouve qu'au niveau des colonies d'oiseaux, presque, et dans les rapines. Donc, les graines doivent descendre. Et du coup, on se demande s'il n'y a pas une colonisation récente via les oiseaux, parce qu'on les trouve vraiment que dans les colonies d'oiseaux. Donc, ça pourrait se faire. On a des oiseaux qui sont en commun avec les îles Crozet et Kerguelen. C'est pas impossible qu'il y ait une colonisation de cette colonie. La renoncule dont on vous parlait tout à l'heure, qu'on utilise Pipernatus, pas forcément très courante, hein, qu'on voit beaucoup dans les ravines, mais après un peu dans les tourbières, mais pas tant. Et il y a une espèce aussi semblable sur les îles Tristan d'Acunha qui s'appelle Ancus caroli. Il y aura peut-être des études à faire si c'est à rapprocher.
Alors, on vous a déjà parlé des immunophiles tout à l'heure. Donc, les immunophilacées qu'on connaît en France, en particulier en Bretagne, Pays Basque et les Vosges. Ça, c'est Immunophyllum aeruginosum, qui a été identifié par Germinal, qu'on a appelé d'un autre nom à l'époque, qui est présente en Afrique australe, et je me demande si elle n'est pas sur Tristan da Cunha, et qui est très poilue, avec plein de poils roux, qui est beaucoup plus grande que l'autre, mais par contre, elle est assez rare. On la trouve dans les ravines et au pied de certaines, dans les tourbes. Ensuite, on arrive dans des pentes assez raides avec ce qu'on va voir une magnifique plante, une magnifique fougère, c'est Elaphoglossum succisifolium. Alors, Germinal nous a appris que suicidi, je ne sais plus si c'est un grec ou un latin, ça veut dire couper, donc ça, on pourrait traduire ça par la langue de cerf à feuilles coupées, parce que Elaphoglossum, elaph, donc bien du cerf, et glossum, langue. Donc la langue de cerf, les Elaphoglossum, si j'ai déjà voyagé un peu, c'est un genre énorme de plus de 700 espèces, surtout les parties sur les milieux tropicaux. Mais dans les îles subantarctiques, mais aussi par exemple dans les milieux altimentaux à La Réunion, on trouve des formes avec des écailles sur les frondes. Donc là, on voit les frondes fertiles, assez érigées, puis les frondes stériles plus bas. Et donc, c'est une espèce qui est, encore une fois, qu'on ne trouve que sur Tristan da Cunha et Amsterdam, et qui est assez bien répartie, en particularité en altitude, sur les tourbières. On vous a déjà parlé des acénards, ces fameuses rosacées qui peuvent être comparées à nos aigres moines ou à nos sanquizorpes françaises, avec les fruits qui sont en fait, qui sont accrescents et qui ont une forme d'arpon. Et en général, ça s'accroche dans les plumages des oiseaux, c'est comme ça que ces espèces-là sont dispersées à travers l'océan austral. Cette espèce, Insularis, serait endémique des hauteurs d'Île Amsterdam, donc elle est assez rare quand même. Hein. On la trouve parfois en association avec la fougère précédente, et donc elle a été classée en danger critique d'extinction. Là, on arrive bien en altitude, on arrive dans les milieux paratourbeux. Donc là, on a un POA vous verrez dans le livre, qu'on n'a pas encore trop réussi à identifier, on ne sait pas trop si c'est une morphe d'altitude du précédent POA. Mais là, ça forme des mini toradons colonisés par des hépatiques, et puis aussi ici par Immunophyllum peltatum, on va voir. C'est assez typique de ces milieux. Donc voilà, Immunophyllum peltatum, que vous avez déjà présenté liste tout à l'heure. On peut rapprocher un peu notre Immunophyllum tumbrigente parce que les individus ne sont pas dentés. Et donc on voit bien les sporanges là, à l'intérieur. Et ça, c'est une espèce qu'on trouve un peu entre les roches, sur les tourbières. C'est du cuisse en altitude. On a déjà parlé aussi, Carex compacta, qui était à l'époque un Unsignia au niveau du genre, je ne sais pas si vous avez connu. Les Unsignia en latin ou en grec, je ne sais jamais, ça veut dire crochet. Et en fait, quand vous regardez les utricules, elles sont prolongées par ce qu'on appelle la rachia. Finalement, c'est un terme utilisé chez les poacés, mais qu'on trouve aussi chez ce maintenant sous-genre des Carex Unsignia, en forme de crochet, c'est pareil. Ça s'accroche, on verra plus tard, ça s'accroche aux oiseaux. Dans ces milieux aussi, le Phlegmalurus qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui est un peu l'équivalent de notre Uperdia sorurus, Uperdia célago, dans nos montagnes, Lycopodiacée, qui est typique, on a vu tout à l'heure, un peu avec les sporanges en forme de macaron à l'aisselle des sporophiles. C'est assez typique. Donc voilà, ça peut former des communautés, mais vous voyez, qu'en altitude. Alors ça, c'est une particularité, toutes les plantes toutes presque, qu'on peut trouver à basse altitude sur Crozet-Kerguelen, on les trouve qu'à partir de 600-700 mètres d'altitude sur Amsterdam, avec la déclinaison des climats. Alors, saururus, qui voulait dire, qui vient du terme lézard, les sauriens, les lézards, etc. Donc, ça serait le lycopode à queue de lézard. Je crois que c'était deux Candolle qui avaient donné ce nom. On a un plantago pantasperma. Donc, lui, pareil, on va avoir un autre plantain après. C'est jamais simple de les différencier, on n'est jamais trop sûr. Donc, ça, c'était une espèce qui serait endémique des sommets de l'île Amsterdam, qui est en danger critique d'extinction, et qui serait principalement turficole, donc une tourbière. Donc, pantasperma à 5 graines, mais en fait, l'autre plantain a aussi 5 graines. C'est pas si pas mal distribué. Donc là, on arrive dans les Feldfields. Nous avons déjà parlé un peu des déserts minéraux. Bon, là, c'est pas un désert, parce qu'il y a quelques plantes. Feldfield plutôt mésique, on n'a pas vraiment de Feldfield xérique. Et dans ces milieux, on peut avoir, on a déjà présenté tout à l'heure, le lycopode de Magellan. Donc ça, c'est la plante la plus alpicole du district. On ne la trouve jamais en dessous de 700 mètres d'altitude. Donc le sommet est à 880 mètres. Donc la plante a que 180 mètres pour prospérer. Donc il y a à peine une dizaine de stations connues. C'est une plante très rare. Et du coup, c'est une des plantes aussi les plus à même de disparaître avec le réchauffement climatique. Ensuite, on arrive sur les falaises d'altitude. Donc ça, on est à l'intérieur de la caldeira. Et donc on a des falaises assez abruptes. Et on a une flore typique dans ces milieux. Donc on a déjà vu tout à l'heure le polystique de Marion. Alors il y a un spécialiste américain qui nous a contacté qui dirait que ce serait peut-être conspécifique avec une espèce des Andes, Mysticum orbicuatum. Bon, c'est à voir. Pour l'instant, ça reste subendémique et il n'y a que quelques stations en altitude. C'est une plante, faut y aller presque aux jumelles dans les falaises pour la trouver. C'est jamais facile d'accès. Et elle est souvent avec une hépatique qui s'appelle Herbertus,
Herpétus dicranus, qui est vraiment courante en altitude et on les trouve souvent ensemble. Voilà, le plantain, comme je vous parlais tout à l'heure, on retrouve beaucoup sur falaise, un peu sur felfid, et parfois à plus basse altitude, et avec la sagine, tout à l'heure on l'a vu. Plantago stantonique était dédié à Staunton, qui l'avait récolté sur Saint-Paul à l'époque. C'est une plante qui est en danger d'extraction, mais qu'on trouve quand même assez facilement sur l'île d'Amsterdam, moins sur Saint-Paul, où elle est inféodée aux balmes rocheuses du haut de l'île. Il est beaucoup plus reclose, il peut avoir des formes, il est très polymorphe. Dans les ravines humides, il peut être presque sublabre, alors que sur Felfig, il est très pôle. Donc c'est ce qui fait qu'il n'est pas facile à différencier d'autres espèces parce qu'il y a du gros polymorphisme. Et ensuite, dans les infractuosités, on trouve encore, on a déjà parlé des grammitis, des Grammitidae, un petit sténogrammitis qui n'est pas encore identifié, et c'est semblable à l'espèce réunionnaise, mais pas bien sûr. On trouve qu'en altitude dans les infractuosités. On le repère parce qu'il y a des petits stomates là, au milieu des pinnules qui permettent de la reconnaître. Et puis en général, l'extrémité de la fronde est entière alors que la base est coupée. Encore le Notogrammitis dont on parlait tout à l'heure, Notomatis gracia. Et puis finalement, avec cet atlas, on a repéré une deuxième espèce. Donc ça, c'est une photo de germinal justement. Notogrammitis angustifolia avec des feuilles beaucoup plus fines, des frondes beaucoup plus fines, pardon. Mais il y a plein d'intermédiaires, donc c'est assez compliqué. Donc on a mis la même cartographie, si vous voyez, pour les deux espèces. On va se rapprocher de la fin. On arrive dans les milieux humides. Et dans ces milieux-là, vous avez donc c'est que en altitude. Alors, quand même des plantes plus ubiquistes. Donc là, Isolepis et Aucklandica. Donc on connaît les Isolepis en France, une cyperacée. Aucklandica, c'est pas pour la capitale de la Nouvelle-Zélande, mais plutôt pour l'archipel tout au sud de la Nouvelle-Zélande, l'archipel d'Auckland. Ça a été dédié. C'est une plante on retrouve pas, mais qui est très discrète. Mais en fait, dès qu'on se met à jouer sur une tourbière, on la trouve. Mais en altitude, elle est vraiment très courante. Et puis, dans ces milieux-là, il y a les fameuses sphènes. Alors ça, c'est une particularité de l'île d'Amsterdam. Dans les îles subantarctiques, on trouve pratiquement beaucoup de sphènes, même dans les îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande, qui sont très riches. Et sur Amsterdam, on trouve entre 7 et 8 espèces de sphènes, c'est pas encore tout clair. Ce qui est unique et qui s'explique pas trop. Et il y a en particulier cette espèce-là, Sphagnum cavernulosum, qui est tellement différente des autres espèces connues que le spécialiste n'a même pas réussi à la classer dans un sous-genre des sphènes. C'est une sphène qui se reconnaît très facilement, elle a les extrémités coniques. Voilà, on repère bien ces couleurs secondaires. Donc, je vous ai mis une carte. Alors, on a commencé en 2021 à la cartographie. La cartographie, c'est un certain bryophyte, mais c'est vraiment pas complet encore. Ensuite, on est dans les tourbières. Donc, je vous ai déjà parlé d'une petite mousse typique de ces tourbières, Dicranoma, une Dicranacée. Vous avez aussi une mousse, une bryophyte qui est très présente sur aussi bien Crozet qu'Argalen qu'Amsterdam, c'est Rhacomitrium lanuginosum. Ici, la cartographie est à peu près stable. C'est une espèce surtout sur les tourbières et les pelfides, mais d'ailleurs, on l'a en France, un Rhacomitrium lanuginosum, très courante. Sur ces tourbières, vous avez un agrostis, donc tout à l'heure, vous avez parlé d'agrostis magellanical, là, c'est agrostis delisley, qui est très courant sur les tourbières et sur les pelfides en altitude. Il a été classé en danger critique d'extinction, mais parce que bon, l'air est comme elle est endémique d'Amsterdam, l'air est vraiment réduite. Mais c'est une plante qui est quand même très courante sur les tourbières avec les Lafroglossum là qu'on voit ici. Et donc, en fait, elle a été décrite en l'honneur de Delisle, qui était un botaniste qui était venu sur l'île d'Amsterdam et Saint-Paul pendant le passage de Vénus avec Velin. Et il avait aussi fait pas mal de récoltes à la Réunion sur les cryptogams. Donc c'est un des botanistes qui a le plus œuvré à la connaissance de la flore de l'Amsterdam, donc il y a au moins une espèce qui peut aider. Donc, comme je vous parlais d'une espèce cosmopolite. En voilà une, Lycopodium clavatum. Donc, on a d'ailleurs en France, hein, dans les Landes, certaines Landes, en particulier en altitude. C'est une espèce très courante sur les tourbières d'Amsterdam, beaucoup plus rare sur Saint-Paul, elle a été trouvée en 2018. Il y a quelques différences avec l'espèce. Par exemple, en France, les strobiles sont beaucoup plus érigés. Et généralement, on en trouve un, deux. Ici, c'est des strobiles un peu plus lâches et on en trouve deux ou trois. Bon, ça doit faire partie de la variabilité de l'espèce. Donc, c'est le point le plus au sud de son aire de répartition. Tout à l'heure, je vous ai parlé du carex, qui est Signa. Donc là, une autre espèce, Brephicolis, qui serait, donc il y a des plantes taxonomiques, qui pourraient être endémiques subendémiques, et donc avec des Tristan d'Acuna et Amsterdam. Et donc tout à l'heure, je vous parlais que ça s'accrochait aux oiseaux. Là, typiquement un exemple, sur un albatros. Ça, c'est l'albatros Amsterdam.
qui n'existent que sur Amsterdam, c'est un des oiseaux les plus rares du monde. Et donc on voit typiquement la zéoporie ici avec le carex qui s'accroche aux plumes de l'albatros. On arrive à la fin. Donc là, on est sur les falaises de l'est de l'île, de la Pearl. Et donc là, vous avez des communautés à Hippodontium polyforme, qui est une bryophyte qu'on ne trouve que dans la région du Cap, en Afrique du Sud, et sur l'île d'Amsterdam. Elle a été trouvée dans les années 60. Et là, on a bien, vraiment pas trop mal fait, je sais pas, la cartographie de cette espèce-là, qui est inféodée surtout aux falaises, mais aussi sur certains cratères. Voilà l'espèce. Avec la cartographie. Et donc là, on arrive après sur des falaises. Et tout à l'heure, on vous parlait voilà, de la particularité de certains pâturins à former des tours à donces, qui est habituellement chez les cypéracées. Là, on voit typiquement les albatros à bec jaune de l'océan Indien, une espèce qui est subendémique de l'île Amsterdam, car 60% de la population est sur cette falaise. Là, il y a 30 000 couples d'albatros sur cette falaise. Et donc, ils nichent en grande partie sur ces poids. Et ils cèdent des poids pour construire leur nid, qui parfois peuvent faire plus de 50 cm de haut au fur et à mesure des années. Et puis, ça aide aussi au Corfou, le seul manchot des îles Saint-Paul et Amsterdam. Donc, un manchot qui est endémique, encore une fois, de Tristan-et-Cunha et des îles d'Amsterdam. Donc, il est en grand danger d'extinction. On va passer rapidement, du coup, donc là, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on voit sur ce schéma-là, c'est qu'en moyenne, on compte 4 fois plus d'espèces introduites que d'espèces natives. Même pour l'île d'Amsterdam, ça va jusqu'à 6 fois plus d'espèces introduites que de natives. Chez les angiospermes. Oui, ouais, voilà, chez les angiospermes. Et donc c'est Amsterdam qu'on a le plus d'espèces, parce que c'est principalement lié au climat qui favorise un peu plus leur installation. Mais aussi historiquement, sur Amsterdam, il y a eu beaucoup d'introductions d'arbres, d'arbustes et de plantes horticoles, plantes ornementales. Et donc au niveau des familles, les familles qui comportent le plus d'espèces, c'est bien évidemment les poacées. On a 32 espèces introduites de poacées et les astéracées, avec 20 espèces d'astéracées qui sont introduites. Après, on va avoir les fabacées aussi, qui sont pas mal présents. Donc, au niveau de l'historique, les premières introductions, elles ont commencé dès la découverte des îles, et notamment avec l'arrivée des baleiniers et des phoquiers, et donc jusqu'au début du XXe siècle. Et puis, sur ces premières périodes aussi, c'est là où il y a eu des premières tentatives d'élevage. À Port-Couvreux, sur le site de Port-Couvreux à Kerguelen, mais aussi sur l'île Amsterdam avec les bovins. Et donc, associé à ces introductions de mammifères, et on a apporté aussi du fourrage pour pouvoir avoir des apports alimentaires meilleurs pour les espèces. On aide les pinceaux. Et donc ces introductions, donc là c'est intéressant, c'est cette courbe qu'on voit là. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais, les introductions, elles ont commencé très rapidement, dès la découverte et la fréquentation humaine sur les îles, mais elles ont vraiment augmenté à partir de l'installation des bases permanentes. Parce que associé à ces bases-là, ça a augmenté en fait, les passages des navires ont augmenté avec le ravitaillement du fret, du personnel. Donc ce qui a amené beaucoup plus d'espèces. Associé à l'installation des bases permanentes, on a eu l'installation de serres, de jardins aussi potagers ornementaux. Et donc voilà, donc c'est ce qui fait qu'à partir de l'installation des bases, le nombre d'espèces introduites a vraiment explosé. Et après, effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est que on voit que c'est une courbe qui a été mise à jour, mais le nombre d'espèces introduites a diminué à partir du démantèlement des serres dans un premier temps, et puis à partir du moment où il y a eu des actions de limitation et d'éradication dans le cadre de la réserve naturelle. Au niveau de la répartition, la majorité des espèces, elles sont pas envahissantes, elles sont plus au statut d'occasionnel. Elles vont être principalement, donc là c'est sur Amsterdam, mais on a le même schéma sur Crozet et Kerguelen. Elles vont principalement se trouver au niveau des sites les plus fréquentés, donc au niveau des bases permanentes, donc ici la base d'Amsterdam, mais aussi le long des sentiers, comme on peut le voir, et sur les secteurs des cabanes, donc les deux points qu'on a ici. À Amsterdam, il y a une particularité, c'est que les espèces introduites vont être très présentes à basse altitude, notamment dans le nord.
liés, en fait, c'était les secteurs de présence des bovins à l'époque. Donc en termes d'impact, donc c'est ce qu'on voit là sur la photo, c'est que, bah, effectivement par effet de compétition, et notamment avec le changement climatique, c'est les espèces introduites vont avoir plus de facilité à s'installer et à se répandre sur le territoire. Et donc elles vont rentrer en compétition avec les espèces natives et donc prendre leur place au sein des communautés végétales. Donc là, c'est ce qu'on voit. Donc c'est des placettes. Ça, c'est des placettes permanentes qui sont suivies tous les 5 ans sur toutes les îles. Il y a des centaines et des centaines de placettes permanentes qui sont mises en place, qui sont suivies et prises en photo. Et donc là, on a une placette qui correspond à une communauté dont je vous parlais tout à l'heure, donc des pelouses à Leptinella plimosa. Et en l'espace de 5 ans, donc sur la photo de droite, donc c'est le même endroit, hein, et ben cet habitat a été colonisé par l'activiste Glomerata. Et donc ça va vraiment très très vite. Et donc ça, c'est notamment à Kerguelen, hein, dans le secteur des îles des îles du Golfe du Morbihan. C'est maintenant en fait ces paysages-là sont très très fréquents. On a des pentes entières qui sont colonisées par par les espèces introduites. Et même dans la typologie des habitats, maintenant en fait on intègre la présence de ces espèces sur la typologie des habitats de ces îles. Et donc, en termes d'action, derrière, bah, voilà, j'en parlais tout à l'heure, on met en place des actions d'éradication ou de limitation selon l'expansion de l'espèce. Donc, on va avoir de l'arrachage. Là, à droite, c'est Amsterdam, hein, c'est de la mauve, c'est ça? Ouais, c'est bon. Et puis voilà, on a testé, il y a du test de brûlage thermique à creuser et un peu de bâchage. Mais voilà, la meilleure des choses à faire, c'est aussi la prévention, hein. Et donc, clairement, les procédures de biosécurité sont très, très importantes. Elles ont été mises en place à partir de 2010 sur le territoire, au niveau des TAF, en lien avec la réserve naturelle. Et donc, cette procédure de biosécurité, ça correspond bah, au nettoyage du fret, comme on peut le voir ici, avant l'embarquement à la Réunion sur le maillon du fret. Je crois que maintenant, ils ont même un hangar dédié, en fait, voilà, pour nettoyer et réceptionner le fret. Et après, sur le terrain, au niveau des effets personnels, bah, c'est nettoyer ses bagages, les poches de pantalon. Donc, on a des services de biosécurité sur le Marion Dufresne, au niveau de chaque base. Et récemment, à Amsterdam, ils ont installé des petites zones comme ça à l'interface entre la basse altitude et le plateau des tourbières pour limiter la dispersion des espèces. Et donc, je sais pas, tu les as peut-être testés, toi, Flavien. Voilà. Et l'idée, c'est de vraiment, bon, c'est un nettoyage de décontaminer le bas des pantalons et des bottes. Et même pour le plateau des Tourbières, il y a la base de Amsterdam qui est endémique. Il y a même avant de partir, donc il y a des vêtements qu'on ne prend que pour cette espèce. Chaque espèce d'oiseau a ses vêtements. Et à chaque fois, on passe à un un spray anti-maladie, quoi. Un spray sur les vêtements pour faire passer le maladie. En plus de la sécurité avec les pinces et les pieds, ça dans les semaines, avant chaque départ en nuit. Oui, parce qu'effectivement, là, on parle de biosécurité pour les plantes, mais en fait, c'est pour aussi les insectes, les mammifères au niveau du maillon du frêne. Voilà, il y a des, et même au niveau de ça, au niveau des bases, il y a des stations anti-débarquement pour les mammifères introduits. Enfin, voilà, c'est un lot de procédures qui sont mises en place tout le long de la chaîne logistique. On va parler un peu des actions de restauration, entre autres. Euh, Donc là, typiquement, les gros problèmes, c'est les mammifères introduits, en grande partie, donc qui ont un impact. On voit sur le chou kerguelen, là, le plantain de Stanton, là, le finica arborea. Donc ça, c'est en grande partie les rares, des soucis. Et donc là, typiquement, sur Amsterdam, voilà, vous voyez sur Crozet-Lorraine. Donc là, il y a 5 ans entre les deux. Il y a moins de 5 ans entre les deux photos, là. Oui, c'est toujours, en fait, c'est pareil, c'est des placettes d'observation. C'était des placettes d'observatoire habitat où à gauche, ben, on avait une communauté à Azorela-Selago. Et en fait, 5 ans plus tard, quand les agents de terrain sont passés, en fait, ben, toute la station a été piétinée par les rennes. Et donc pour ça, en 2024, il y a l'opération RECI qui a eu lieu, Restauration des écosystèmes insulaires de l'océan Indien. Et donc une énorme opération qui pour l'instant semble avoir fonctionné pour les rats. Et donc il y a je me rappelle plus la molécule, qui a été épandue sur toute l'île
Donc c'était un des gros problèmes, ils ont été centrés en Nouvelle-Zélande, etc., qui sont des spécialistes en la matière. J'ai dit quoi? Oui, oui, sur l'île d'Amsterdam, hein. Mais ça avait été fait sur Saint-Paul en 1997, ça a été fait sur Amsterdam en 2024. Donc avec les deux hélicoptères qui se relayaient pour répandre un genre de raticide. Ah, et donc, en extraction de restauration, il y a, ça c'était mon boulot sur l'île pendant un an, c'était de réintroduire le Filica arborea, l'arbre. Donc, on essayait de faire germer, on le cultivait en pépinière, et il y avait un cycle de 3 ans, on replantait des plants de 3 ans sur le pourtour de l'île. Donc ça, c'est les avis. En jaune, c'était ce qui était relictuel. Non, le grand bois était relictuel ici, le petit bois aussi, vieux bois. Et ensuite, en jaune, ça a été fait entre autres par le muséum dans les années 80-90, et puis en vert par la réserve naturelle depuis 2010. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, je suppose qu'il y a eu un incendie il n'y a pas très longtemps sur Amsterdam, et une grande partie de ce travail est fait depuis 2010, bon, entre autres le mien, et des fluctuations en l'air. Pas complètement, on n'a pas encore trop les résultats, mais une grande partie des boisements ont cramé. Donc aussi pour limiter, il y a pour limiter le piétinement. Donc ça c'était à l'époque où on portait pas de raquettes et où il n'y avait pas de caillebotis. Et ben en fait on marchait dans des souilles. On pouvait s'enfoncer jusqu'à la hanche. Il y avait déjà des endroits encore dans les 2022 où on s'enfonçait jusqu'à la hanche. Et donc pour ça il y a des caillebotis qui sont mis en place avec du grillage dessus pour éviter de tomber. Et puis je sais plus si on avait laissé la photo. On se déplace aussi sur les tournières en raquettes. Alors, personnellement, j'ai jamais fait de raquette sur neige, j'ai fait que de la raquette sur terre. Et sur les tourbières, on se déplace comme ça pour pas abîmer le terrain. Et éviter des soutes comme ça qui sont après sont très difficiles à. Il faut mettre des planches pour éviter que l'eau elle continue d'éroder, etc. C'est compliqué à rétablir. Donc il y a plusieurs kilomètres de cailloutiers hein, surposés sur Amsterdam. Donc c'est compliqué hein, parce qu'il faut tout monter en hélicoptère, etc. Donc c'est un travail. Donc là, tout à l'heure, on vous parlait du changement climatique, donc avec le glacier, la calotte glaciaire. Donc là, bon, j'ai plus les dates en tête, mais ça, c'est années 80 et là, c'est 2010. Donc on voit le glacier avant. Bon, c'est des images qu'on on est habitué à voir, mais c'est toujours impressionnant. Ça, c'est au niveau de la Mortadelle. Ouais. Et puis, donc, vous en parlez au tout début, il va sortir dans les mois qui arrivent, le fameux Atlas de la parenthèse française avec coécrit avec Marc et Pierre. Et donc voilà, vous avez le financeur, donc l'État, l'OFP, et puis avec le soutien technique toujours dans ces missions, il y a beaucoup de données, par exemple, qui viennent des agents de l'IPEF, l'Institut polaire français, l'Institut polaire polymétrique. Et après, bon, si vous voulez aller plus loin, il y a des ouvrages. Donc Lise est co-autrice du guide d'identification des plantes des îles crozet et KBN. Là, il y a les habitats naturels terrestres des terres australes françaises, donc de l'île de la Possession. Il est sorti il y a pas longtemps, des éditions, je sais pas comment on dit, QAE. Ouais. Et il va sortir la même chose pour l'île d'Amsterdam, normalement dans pas très longtemps. Et après, il y a des articles, voilà, si vous voulez en prendre plus sur la restauration du Philippe Arborea, sur les plantes de l'île d'Amsterdam, et puis sur la faune et la flore de l'Amsterdam. Voilà, on vous remercie, et puis désolé pour votre retard. Il y a des questions complémentaires? Juste pourquoi il y a pas de fleurs rouges? Parce qu'il y a plein de rougeoiements, hein. Tout le monde rougeoie là-bas, Mais sauf sauf les fleurs. C'est une remarque que je me suis faite j'ai eu l'occasion d'aller sur d'autres îles subantarctiques, et en fait, les couleurs ont très peu de couleurs. Ça arrive qu'on le voit aussi en milieu alpin, cette particularité. J'ai pas d'explication claire à vous donner, je sais pas trop s'il y a des études là-dessus, mais c'est une chose qu'on voit sur toutes les îles subantarctiques. C'est très peu fleuri. Alors, suivant le climat, et puis les pollinisateurs qui sont manquants quand même. Et il n'y a pas donc typiquement les papillons, les mouches qu'on peut pas toutes, mais pour la plupart, à cause des vents, etc. Donc il y a d'autres stratégies de pollinisation. Je voulais savoir, par rapport justement à l'incendie qu'il y a eu l'année dernière sur Amsterdam, est-ce qu'on en connaît l'impact réellement déjà? C'est des études, des relevés qui ont été faits? Il n'y a pas beaucoup. Alors, des relevés, il y avait déjà eu quelques incendies à l'époque, des relevés avaient déjà été faits, donc il n'y a pas de surprise. Hein. C'est directement les espèces exotiques qui reviennent, le soncus, le charbon. Mais il y a des espèces quand même assez compétitrices, comme sur Amsterdam pour la cire, qui reviennent assez vite derrière celle-là. Mais il y a toujours un impact, on voit toujours une grande montée des espèces invasives, et après ça redescend.
Et là, pour ce feu de lave 2025, on sait qu'il a parcouru 2500 hectares, donc la moitié de l'île, toute la basse altitude. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas. Là, avec les dernières rotations de bateaux, il y a des naturalistes qui commencent à arriver. Jusqu'à maintenant, c'était que des militaires qui étaient repositionnés. Donc, on n'a pas vraiment d'infos sur les impacts. Mais il y a déjà eu un feu en 1974 qui avait parcouru toute l'île. Même à une époque où il y avait des vaches. Parce que là, il y avait beaucoup de gens qui se plaintent en disant, ouais, et on aurait vu des vaches, il y aurait moins de végétation, ça va pas plus. Alors qu'en 1974, il y avait des vaches qui pour autant, ça fait le tour de l'île. Après, il y a des feux de tourbe un peu. C'est toujours compliqué. Et bien nouvelle, on ne connaît pas l'origine du feu. Et donc voilà ce qu'on sait. On sait que les boisements de Philippa ont beaucoup souffert. Même les anciens boisements qui étaient relictuels, il reste que quelques individus. Le beau, l'énorme, la lune. Non, c'est pas trop, parce que comme il est découpé, je ne saurais pas dire. À la situation sur l'espèce des sites australes au côté océan Indien, est-ce qu'il y a des mêmes répartitions des mêmes espèces au côté Atlantique, je pensais à la Georgie. Ouais. Georgie du Sud, donc c'est assez semblable à Kerguelen. Bon, il n'y a pas énormément d'espèces en commun, mais dans les milieux, dans les paysages, c'est assez semblable. Il y a les Malouines, mais les Malouines, il y a déjà beaucoup plus d'espèces. C'est déjà un peu plus proche de l'Amérique du Sud. Et puis après, du côté australasien, donc tout ce qui est les îles antarctiques, Macquarie, Campbell, Auckland, Lester, toutes ces îles-là, là on a quand même une beaucoup plus grosse diversité parce que il y a la Nouvelle-Zélande qui est pas loin et les îles font des ponts entre chacune, donc la colonisation est quand même plus simple. Donc ouais, il y a sur l'île Campbell, il y a 130 espèces, je crois, de plantes vasculaires. Donc c'est énorme pour des îles, pour des tailles à peu près comparables. Il y a aussi plus de ligneux sur ces îles-là. Au Malouine, à ma connaissance, il y a qu'un ligneux, c'est Kiliotricum. Géorgie du Sud, il n'y a pas de ligneux. Et il y a moins d'espèces. Alors, j'ai peur de sortir un ici, mais j'ai 21 espèces en tête pour la Géorgie du Sud. J'ai regardé sur un livre. Il y a un livre hein, sur la Géorgie du Sud qui a été fait par le SMD. Mais alors, ce qui était pas mal, donc, cet atlas de la flore, c'était manquant dans les îles antarctiques parce que donc, les Malouines ont un livre sur la flore, la Géorgie du Sud aussi. Il manque encore les îles australasiennes, pas forcément de livres sur la flore, mais un gros travail parce qu'il y a plein d'espèces. Et après, l'île Marion, c'est sud-africain, à mon connaissance. Il y a plein d'articles, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Shaw, il a fait beaucoup d'articles. Et après, les îles Billard de McDonald, qui sont australiennes, et là, il y a encore moins d'espèces, parce que là, l'île est pratiquement recouverte entièrement par un glacier. On trouve beaucoup moins d'espèces. Mesdames, la dernière question. Les premiers botanistes ayant décrit les plantes de ces territoires. Alors, c'est assez hétérogène entre Kerguelen et Amsterdam. Kerguelen, typiquement, c'est dans les navigations de Cook, de Hooker. Quand Hooker a beaucoup d'écrits sur Kerguelen. Amsterdam, c'était assez tardif. C'était à l'époque, j'en ai parlé de Denise avec Velin. C'est à cette époque-là que ça a beaucoup été décrit. Un petit peu avant aussi, avec la frégate de la Novara, il y avait Reichard qui avait décrit. C'est très ancien quand même. Oui, alors on n'a pas parlé des découvertes des îles, mais l'île Amsterdam a été découverte par les compagnons de Magellan, d'Elcano en 1522. Et les îles Kerguelen et Crozet, c'était il y a 250 ans par l'île Marion Joseph Henri Cochreau. Et qui, du coup, l'île Marion est dédiée à l'honneur de Marion Barca et le bœuf. 1772.